Il est tard. Quelque part dans les sous-sols du Penn Museum de Philadelphie, Qu'est-ce sumérien? là où la lumière artificielle ne vieillit jamais et où l'air est maintenu à une température que les humains ne choisiraient jamais d'eux-mêmes pour se reposer, repose une tablette de terre cuite dont les dimensions n'excèdent pas celles d'une enveloppe ordinaire. 13 centimètres de long, un peu plus de 10 centimètres de large, moins de 2 centimètres d'épaisseur. On pourrait la tenir dans une seule main sans effort, la glisser dans la poche intérieure d'un manteau, la poser sur un bureau sans qu'elle attire le regard. Elle s'appelle CBS 1673. Elle a été extraite de la poussière de Nippur, en Irak, lors d'une expédition financée par l'Université de Pennsylvanie en 1896. Une expédition qui avait commencé 7 ans plus tôt, en 1889, sous la direction de l'archéologue John Peters, et qui allait finalement livrer plus de 30 000 tablettes au monde savant. CBS 1673 n'était alors qu'un fragment parmi d'innombrables autres fragments. Un éclat d'argile cuite portant des rangées de signes cunéiformes que presque personne, à cette époque, ne savait encore lire avec fluidité. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque le sumériologiste Thorkild Jacobsen entreprit d'en publier une traduction complète, que l'on comprit vraiment ce que cette petite tablette contenait. Elle représente aujourd'hui l'un des rares témoins directs de ce que les chercheurs appellent l'Eridu-Genesis, un récit sumérien de la création des premières villes et d'un déluge qui aurait effacé le monde connu avant que la civilisation ne soit restaurée, pas inventée à nouveau. Restaurer, ce mot, cette nuance que l'on pourrait croire anodine, est au cœur de ce que cette nuit va explorer, parce que CBS 1673 n'est pas seule dans ce qu'elle sous-entend. Partout dans le corpus des tablettes sumériennes, dans les musées d'Oxford, de Londres, de Paris, d'Istanbul, de Berlin, le même motif réapparaît avec une insistance qui, une fois que l'on a appris à la reconnaître, ne se laisse plus oublier. Les Sumériens ne se présentaient pas comme les inventeurs de leur propre civilisation. Ils se présentaient comme ses héritiers, et les tablettes qu'ils ont laissées derrière eux posent, avec une précision troublante, des questions auxquelles le monde savant n'a jamais pleinement répondu. Installe-toi confortablement, laisse tes épaules descendre. Le voyage ne te demandera aucun effort, juste la disponibilité tranquille de quelqu'un qui accepte d'écouter ce que l'argile chuchote depuis 4000 ans. Laisse-moi savoir dans les commentaires d'où tu écoutes cette nuit. Et maintenant, laisse les mots t'emporter. La terre entre les deux fleuves. Pour comprendre ce que les tablettes sumériennes disent vraiment, non pas ce que l'on aimerait qu'elles disent, ni ce que l'on craint qu'elles disent, mais ce qu'elles disent, il faut d'abord comprendre d'où elles viennent. Non pas simplement au sens géographique, bien que la géographie compte, mais au sens d'une émergence. Comment une civilisation surgit-elle du néant apparent d'une plaine alluviale, sans pierre à bâtir, sans bois, sans métal, sans les ressources matérielles que l'on associe généralement aux grandes constructions humaines. La Mésopotamie du Sud, ce que les anciens appelaient le pays par excellence, Kalam en sumérien,
est une plaine immense et plate, formée par les dépôts accumulés du Tigre et de l'Euphrate sur des dizaines de millénaires. La terre y est riche, alluvionnaire, d'une fertilité que les agriculteurs du Proche-Orient n'auraient pu qu'envier. Mais c'est aussi une terre sans relief, exposée au vent, aux crues imprévisibles, aux étés d'une chaleur écrasante. Les archéologues qui s'y aventurèrent à la fin du XIXe siècle s'attendaient à trouver les vestiges d'une civilisation ancienne, certes, mais ils ne s'attendaient pas à ce que leurs pelles et leurs brosses leur révèlent ce qu'ils allaient découvrir. À Nippur, sur ce monticule de décombres millénaires que les habitants locaux appelaient Nufar. Les fouilles, dirigées par John Peters puis par Hermann Hilprecht, entre 1889 et 1900, mirent au jour quelque chose d'extraordinaire. Une bibliothèque. Pas une bibliothèque au sens où l'Antiquité tardive nous a habitués à en concevoir. Un bâtiment de pierre avec des rayonnages et des rouleaux de papyrus. Qu'est-ce? Mais une bibliothèque au sens proprement sumérien du terme. Des milliers et des milliers de tablettes d'argile entassées dans les ruines d'un complexe templaire, portant en elles l'intégralité, ou presque, du savoir littéraire, administratif, mathématique, médical et théologique d'une civilisation qui avait cessé d'exister près de 2 millénaires avant que quiconque ne vienne les déterrer. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 30 000 tablettes et fragments furent récupérés dans ce seul site. Ils sont aujourd'hui répartis entre le Penn Museum de Philadelphie, le musée archéologique d'Istanbul et d'autres collections à travers le monde. Nippur n'était pourtant qu'un site parmi d'autres. Ur, Eridu, Lagash, Uruk, Kish, Chouroupak. Chacune de ces villes a livré ses propres archives d'argile, ses propres couches de mémoire compressée. L'ensemble forme un corpus d'une richesse à laquelle aucune autre civilisation de l'Antiquité ne peut se comparer pour cette période. Mais revenons à la question du surgissement. Les archéologues qui étudient les couches stratigraphiques de la Mésopotamie du Sud ont longtemps été frappés par ce que le grand spécialiste Thorkild Jacobsen de l'Université de Chicago décrivait comme une discontinuité troublante. Et les niveaux inférieurs des tels Mésopotamiens, ces collines artificielles formées par l'accumulation de siècles de construction et de destruction, révèlent des sociétés de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs relativement simples. Puis, vers la fin du cadre millénaire avant notre ère, quelque chose change. Et ce changement est abrupt. Les archéologues parlent de la révolution urbaine sumérienne. En l'espace de quelques siècles, une période courte à l'échelle géologique, presque instantanée à l'échelle de l'histoire humaine, la Mésopotamie du Sud voit apparaître les premières grandes villes, voit apparaître les premières institutions administratives complexes, les premières formes d'écriture, les premiers codes légaux, les premières écoles, les premiers calendriers astronomiques élaborés, les premières formes de médecine codifiées. Et tout cela, c'est l'anomalie que les manuels d'histoire évoquent rarement, sans apparente période d'expérimentation, sans les ratés et les tâtonnements que l'on associe normalement au développement d'une technologie ou d'une institution,
l'écriture sumérienne, qui, par exemple, apparaît sous une forme déjà relativement développée dans les couches archéologiques les plus anciennes de Uruk vers 3200 avant notre ère. Elle n'est pas parfaite, elle va évoluer considérablement au fil des siècles. Mais elle est déjà fonctionnelle, déjà adaptée à des besoins administratifs complexes, déjà capable de noter des transactions commerciales, des quantités de céréales, des listes de propriétés. Il n'existe pas, en Mésopotamie du Sud, de stades intermédiaires clairs entre l'absence d'écriture et cette écriture proto-cunéiforme déjà opérationnelle. Les travailleurs qui trahissent tradition empiriste et la plupart des spécialistes de la Mésopotamie ancienne sont rigoureusement empiristes, offrent plusieurs explications pour cette émergence rapide. Certains invoquent la pression démographique. Les villes se forment parce que l'agriculture du delta, très productive, libère une main-d'œuvre que les tâches agricoles seules ne peuvent plus absorber. Et cette main-d'œuvre se concentre, se spécialise, invente. D'autres invoquent les échanges commerciaux à longue distance. Les marchands sumériens en contact avec des sociétés plus développées dans des régions voisines auraient importé des pratiques administratives. D'autres encore pointent vers une convergence de facteurs climatiques favorables. Ces explications sont sérieuses. Elles s'appuient sur des données archéologiques réelles. Il serait intellectuellement malhonnête de les balayer d'un revers de la main. Mais elles ne répondent pas entièrement à une question que les tablettes sumériennes elles-mêmes posent et que l'on ne peut ignorer si l'on veut comprendre ce que ces textes disent vraiment sur l'humanité primitive. Pourquoi les Sumériens eux-mêmes ne se percevaient-ils pas comme les inventeurs de leur civilisation ? Pourquoi, dans leurs propres textes, décrivent-ils systématiquement leurs lois, leurs techniques, leur savoir et leur ordre social comme des dons reçus d'en haut, transmis, non créés? C'est une question qui mérite d'être posée lentement, patiemment. Et pour y répondre, il faut d'abord comprendre comment nous en sommes venus à pouvoir lire ces textes du tout. Le déchiffrement et ses fantômes. Le 3 décembre 1872, dans une salle de conférence de la Society of Biblical Archaeology de Londres. Texte 2. Un homme du nom de George Smith prit la parole devant un auditoire qui comprenait le Premier ministre William Gladstone en personne. Smith était un graveur de billets de banque, reconverti en assistant au département des antiquités orientales du British Museum. Un autodidacte brillant qui avait appris le cunéiforme en déchiffrant des tablettes dans ses heures de loisirs. Ce soir-là, il annonça qu'il avait traduit un fragment de tablette de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive, qui décrivait un déluge, un déluge avec un héros survivant. Un déluge avec un bateau construit sur ordre divin. Un déluge qui avait duré 7 jours et 7 nuits. L'émoi dans la salle fut considérable. L'idée qu'une civilisation antérieure à la Bible biblique, antérieure même à la Grèce et à Rome, avait consigné dans l'argile une histoire ressemblant trait pour trait au récit de Noé, bouleversait des certitudes que l'Occident cultivait depuis des siècles. Gladstone, dit-on, se leva.
Des murmures coururent dans l'assistance, et George Smith, dont les pupilles brillaient d'une fièvre qu'il ne savait peut-être pas encore nommer, déclara qu'il lui manquait encore des lignes du récit, que la tablette était incomplète et qu'il se proposait de partir lui-même la chercher en Irak, ce qu'il avait tenu entre les mains ce soir-là. C'était la tablette cataloguée aujourd'hui sous la cote K.2252 au British Museum, la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, conservée dans les collections issues de la bibliothèque d'Assurbanipal à Kuyunjik, Ninive. Et la suite de l'histoire est l'une des anecdotes les plus remarquables de l'histoire de l'archéologie. Parti en mai 1873, avec le financement du journal Daily Telegraph, Smith retrouva effectivement les fragments manquants de la tablette dans les ruines de Ninive, en moins d'une semaine de fouilles. Texte. Mais l'histoire du déchiffrement cunéiforme est bien plus ancienne et bien plus complexe que cet épisode dramatique ne le suggère. Pour arriver à ce moment de 1872, il avait fallu des décennies de travail patient, obstinément collectif, d'une nature que l'on pourrait presque qualifier d'archéologique en elle-même, un déchiffrement d'une langue morte que personne ne parlait plus, dont l'alphabet était inconnu, dont la structure grammaticale n'avait aucun équivalent connu dans les langues familières aux savants européens. Le système cunéiforme, du latin cuneus, coin, est un mode d'écriture qui consiste à presser un roseau taillé en biseau dans de l'argile fraîche pour y former des combinaisons de petits coins et de traits. Ce n'est pas un alphabet, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est un système mixte, à la fois logographique, certains signes représentent des mots entiers, et syllabiques, d'autres représentent des sons. Dans sa forme sumérienne la plus ancienne, il compte plusieurs centaines de signes distincts. Dans ses formes dérivées, l'akkadien, le babylonien, l'assyrien, l'élamite, le hittite, il va se modifier, se simplifier, se ramifier pendant 3000 ans avant de disparaître, laissant derrière lui une immensité de textes que personne ne lut pendant 17 siècles. Les premières avancées du déchiffrement vinrent de l'inscription trilingue de Behistun en Iran, gravée sur une falaise par ordre du roi perse Darius Ier vers 520 avant notre ère. Cette inscription, en vieux perse, en élamite et en babylonien, fut partiellement déchiffrée au XIXe siècle par le colonel britannique Henry Rawlinson. Il dut littéralement se suspendre dans le vide pour en copier certaines parties. En 1857, une expérience décisive fut organisée par la Royal Asiatic Society. 4 savants, Rawlinson, Hincks, Fox, Talbot et Opère, reçurent chacun une copie d'une nouvelle inscription assyrienne et on leur demanda d'en produire une traduction indépendante. Peu de Sumériens! Leurs versions furent ouvertes et comparées en séance publique. Elles concordaient sur l'essentiel. Le cunéiforme était déchiffré texte. Mais déchiffrer une écriture n'est pas la même chose que comprendre une civilisation. Et ici commence quelque chose que l'on évoque rarement dans les introductions grand public à la Mésopotamie ancienne. La question
de ce que les premiers déchiffreurs choisirent de faire des textes qu'ils pouvaient désormais lire. Les spécialistes de la fin du XIXe siècle, fascinants dans leur érudition, limités dans leur cadre conceptuel comme tous les hommes de leur temps, avaient tendance à classer automatiquement les récits sumériens et babyloniens dans la catégorie de la mythologie. Le terme commode mais réducteur signifiait implicitement récit symbolique ou allégorique, invention de l'imagination populaire, projection anthropomorphe des forces naturelles. Ce classement avait pour effet pratique de mettre de côté certaines affirmations très précises, contenues dans les textes, des affirmations sur des événements, des techniques, des périodes de temps, des institutions, au motif qu'elles ne pouvaient pas être littéralement vraies. Or, la même rationalité qui permettait de classer l'épopée de Gilgamesh comme mythe avait conduit, pendant des siècles, à classer les textes homériques dans la même catégorie, jusqu'à ce qu'Heinrich Schliemann, en 1871, aille chercher Troie là où Homère l'avait décrite et la trouva. Cela ne signifie pas que tout ce que les textes sumériens affirment est réel au sens historique strict. La question est plus subtile et plus intéressante que cela. Elle porte sur le statut épistémologique qu'on accorde à ces textes. Sont-ils des inventions pures, des symboles, des encodages de sagesse philosophique, ou peuvent-ils contenir, enfouis dans leur structure narrative, des souvenirs d'une réalité que nous ne savons pas encore reconnaître? Et c'est là que le déchiffrement révèle ces fantômes. Parce que certains passages des tablettes sumériennes, une fois qu'on les lit dans leur langue d'origine, sans le voile interprétatif de la mythologie, disent des choses très précises sur l'humanité primitive, des choses que les chercheurs ont tendance à transcrire, à classer et à ne jamais complètement résoudre. Le sumériologiste Samuel Noah Kramer, peut-être le plus grand traducteur de textes sumériens du XXe siècle, a consacré sa vie entière à rendre accessible en langue moderne ce corpus immense. Dans son ouvrage fondamental de 1963, The Sumerians, Their History, Culture and Character, publié par l'Université de Chicago, il note avec une honnêteté remarquable que certains textes sumériens décrivent des aspects de la connaissance et de l'organisation humaine avec une précision qui, nette, pas celle que l'on attend d'un peuple que nous qualifions de primitif. Ce n'est pas une affirmation marginale. C'est l'observation d'un savant qui avait lu plus de textes sumériens originaux que n'importe qui d'autre de son époque. La question que le déchiffrement a ouverte et qu'il n'a pas fermée est exactement celle-ci. Qu'est-ce que les Sumériens eux-mêmes pensaient savoir sur l'humanité primitive? Et d'où, selon eux, venait ce savoir? Avant le déluge, les rois qui régnèrent 10 000 ans, au centre de la salle 24 du musée Ashmolean d'Oxford, dans une vitrine à éclairage doux, se dresse un objet qui n'a l'air de rien. Un prisme de terre cuite, de forme quadrangulaire, haut d'environ 20 cm, large de 9. La surface est recouverte de colonnes serrées de cunéiformes minuscules. 2 colonnes par face, 8 colonnes au total. Il est fendu, légèrement endommagé sur l'un de ses angles, mais sa lisibilité est intacte sur la quasi-totalité de ses faces,
Ce prisme, catalogué AN 1924 et connu sous le nom de prisme de Weld-Blundell, fut découvert lors de fouilles à Larsa, en Irak, en 1922, taillé par l'archéologue et collectionneur britannique Herbert Weld-Blundell, qui en fit don au musée l'année suivante. C'est l'exemplaire le plus complet d'un texte que les assyriologues appellent la liste royale sumérienne. La liste royale sumérienne, un document qui constitue l'un des plus anciens textes historiques du monde, et certainement l'un des plus déroutants. Le texte commence par une phrase qui, traduite littéralement du sumérien, donne à peu près ceci. Lorsque la royauté descendit du ciel, la royauté s'établit à Eridu. Elle énumère ensuite une succession de rois et de dynasties, avec le nom de chaque souverain, sa cité d'origine et le nombre d'années de son règne. Le tout s'étend sur une période qui commence, selon la liste elle-même, avant un événement que le texte désigne comme le déluge, et qui reprend après ce déluge avec une nouvelle série de rois et de dynasties. Et la partie antédiluvienne, la liste des rois qui régnèrent avant le déluge, qui arrête le lecteur. Alulim d'Eridu, 28 800 ans. Alaljar d'Eridu, 36 000 ans. Emenluana de Bat-Tibira, 43 200 ans. Emmen-Galana de Bat-Tibira, 28 800 ans. Dumuzi le berger de Bat-Tibira, 36 000 ans. Et ainsi de suite, pour 8 rois au total, dont les règnes s'étendent sur une durée totale de 432 000 ans, après quoi le texte note simplement « Puis le déluge balaya tout. Une fois que le déluge eut balayé tout, et que la royauté eut de nouveau été envoyée du ciel, Kish devint le siège de la royauté. » Orkild Jacobsen, dans son analyse monumentale de 1939, publiée par l'Institut oriental de l'Université de Chicago, sous le titre The Sumerian King List, Assyriological Studies No. 11, a été le premier chercheur à produire un examen exhaustif de l'ensemble des exemplaires connus de ce texte, dont le prisme d'Oxford n'est que le plus complet. Il a identifié au moins 18 versions différentes du document, provenant de sites distincts, couvrant une période allant d'environ 2100 à 1700 avant notre ère. La liste royale n'était donc pas un texte unique, c'était un texte canonique, reproduit et transmis sur plusieurs siècles comme un document de référence fondamentale. Proto-sumérien. L'interprétation académique dominante des règnes antédiluviens est celle-ci. Il s'agit de chiffres symboliques ou mythologiques visant à ancrer la royauté dans une profondeur temporelle si grande qu'elle en paraît d'origine divine. Les nombres eux-mêmes ne sont pas aléatoires. Ils sont tous divisibles par 3600, le nombre sumérien Sar, qui désigne une unité de mesure temporelle cosmologique. Cette observation est précieuse, confirme que les chiffres sont structurés selon un système mathématique interne cohérent, et non selon un désir de simple hyperbole. Mais cette interprétation, aussi rigoureuse soit-elle, laisse une question sans réponse. Si ces chiffres sont purement symboliques, pourquoi la liste distingue-t-elle si soigneusement la période antédiluvienne de la période post-diluvienne?
Pourquoi la formule « le déluge balaya tout » opère-t-elle une coupure si nette dans le document? Et surtout, pourquoi la première phrase de la liste dit-elle « La royauté descendit du ciel », non pas les hommes inventèrent la royauté ou les hommes organisèrent la royauté, mais la royauté descendit. La tablette WB62, également conservée à l'Ashmolean Museum, dans une version distincte et plus ancienne de ce même document, utilise la même formulation. Ce n'est pas un accident stylistique, c'est une déclaration théologique sur la nature et l'origine du pouvoir politique. La royauté, pour les Sumériens qui rédigeaient ces textes, était une institution d'origine non humaine et avait existé avant le déluge sous une forme d'une durée incompréhensible et qui avait été restaurée après le déluge non inventée. Si ce cadre de restauration n'était pas une métaphore politique, mais la trace d'une mémoire, cela soulève la question de ce que cette mémoire pouvait contenir. Dixit. Une réponse partielle se trouve peut-être dans un autre corpus de textes, plus précis encore dans sa description de ce qui fut transmis et de comment. Les décrets qui fondèrent la civilisation, dans la collection du Penn Museum. À Philadelphie, la tablette cataloguée CBS 9800 est l'un des témoins majeurs d'un texte sumérien connu sous le nom de La descente d'Inanna aux enfers. Traduit pour la première fois de façon complète par Samuel Noah Kramer en 1937, ce texte raconte le voyage de la déesse Inanna, divinité de l'amour, de la guerre et de la fertilité, vers le royaume souterrain des morts, gouverné par sa sœur Ereshkigal. Ce qui retient l'attention ici, cependant, n'est pas le voyage lui-même, mais ce qu'Inanna emporte avec elle avant de partir. Le texte sumérien originel le formule ainsi dans la traduction de Kramer. Avant de descendre, Inanna rassemble les décrets divins, les attributs fondamentaux de la civilisation, et les charge sur elle comme un vêtement ou une armure. La liste de ces telle qu'elle apparaît dans d'autres textes sumériens connexes, notamment dans le poème connu sous le titre Inanna et Enki, dont plusieurs versions fragmentaires sont conservées au Penn Museum et à d'autres collections, est l'une des listes les plus extraordinaires que l'Antiquité nous est transmise. Elle comprend dans la traduction de Kramer plus d'une centaine d'éléments distincts. Parmi eux, la prêtrise, la divinité, la couronne royale, le trône royal, la descente aux enfers et la remontée des enfers, les instruments de musique, la science des scribes, l'art de la menuiserie, l'art de la forge, le droit, la jurisprudence, la médecine, le feu, l'extinction du feu, le bâton de berger, les vêtements, la maîtrise des eaux, la connaissance de la montagne. La liste continue, point après point, dans une énumération qui ressemble moins à un poème qu'à un inventaire. Le mot sumérien que les spécialistes translittèrent tel quel, et sans traduction entièrement satisfaisante possible, est l'un des concepts les plus fondamentaux de la pensée sumérienne. Il désigne quelque chose comme les règles divines, les attributs essentiels de la civilisation, les décrets cosmiques qui gouvernent l'ordre du monde. Chaque correspond à un aspect de la vie organisée, pas seulement les aspects spirituels ou rituels, mais aussi et surtout les aspects pratiques, les métiers,
les institutions, les technologies. L'interprétation académique conventionnelle est que l'émeu représente une façon poétique de dire que la civilisation humaine est d'origine divine, une manière de légitimer l'ordre social existant en le rattachant à une autorité transcendante. Cette interprétation est parfaitement défendable. Elle s'accorde avec ce que nous savons des stratégies de légitimation dans d'autres civilisations antiques, mais considère un moment la structure de la liste elle-même. Ce n'est pas une liste de valeurs abstraites, de vertus morales, de principes philosophiques, c'est une liste d'expertises concrètes, de savoir-faire, de techniques et d'institutions. La forge, la menuiserie, la médecine, l'écriture des scribes, mais ne sont pas des idéaux. Ce sont des compétences. Des compétences que quelqu'un possède, que quelqu'un peut transmettre, que quelqu'un peut perdre. Et c'est précisément ce que le poème d'Inanna et Enki raconte. Une transmission. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux souterraines, garde l'émeu dans son temple abyssal d'Éridu, la première ville de la liste royale, la cité fondatrice. Inanna les lui demande ou les lui prend, selon les versions du texte. Et elle les apporte à Uruk, sa propre cité, les distribuant ainsi à l'humanité. Le mouvement du texte est celui d'un transfert de connaissances entre entités, non d'une invention spontanée par des êtres humains. Ce cadre de transmission se retrouve avec une régularité remarquable dans des textes sumériens issus de sites et d'époques distinctes. Ce n'est pas la vision d'une seule école théologique, d'une seule cité-État, d'une seule période. C'est un motif structurel du mode de pensée sumérien sur ses propres origines. Et l'un des textes qui l'exprime de la façon la plus troublante est aussi le plus ancien que l'on connaisse. La sagesse avant l'écriture, les instructions de Shuruppak, la tablette cataloguée CBS 2002-03, conservée au Penn Museum de Philadelphie, rejoint un groupe de fragments dont l'un porte le numéro N3298 dans les mêmes collections. Ensemble, ils témoignent d'un texte sumérien que les chercheurs appellent les instructions de Shuruppak, un recueil de préceptes de sagesse pratique et morale que la tradition attribue à un roi légendaire nommé Shuruppak, qui aurait régné dans la ville du même nom avant le déluge. La première chose à noter est que Shuruppak n'est pas une figure entièrement mythologique. La ville de Shuruppak, identifiée avec le site archéologique de Farah, dans l'actuel Irak, est réelle et a été fouillée. Des tablettes datant d'environ 2600 avant notre ère y ont été trouvées. Et dans la liste royale sumérienne, Shuruppak est citée comme l'une des villes antédiluviennes qui place son roi légendaire dans la période avant le déluge. La même période de durée incompréhensible dont nous venons de parler. Que le texte dit, c'est encore plus intéressant. Il s'ouvre sur une formule de transmission explicite. Shuruppak, fils d'Ubartutu, donne ses instructions à son fils Ziusudra, qui est précisément le héros sumérien du déluge, celui qui construira le bateau et sauvera l'humanité. Le texte présente ainsi la sagesse qu'il contient comme la dernière transmission d'un père à un fils avant la catastrophe qui va tout effacer.
Le contenu de ces instructions est d'une clarté morale et pratique qui surprend par sa modernité. Bent Alster, le chercheur danois qui en a produit l'édition scientifique de référence en 1974, note que les parallèles avec les livres bibliques de Proverbes et de l'Ecclésiastique sont frappants, non pas parce que la Bible aurait copié les Sumériens, mais parce que les deux traditions puisent vraisemblablement dans un fond commun de sagesse proche orientale très ancienne. Les préceptes de Churupak portent sur l'honnêteté dans les transactions, le respect des êtres, la prudence dans la parole, la modération dans la consommation, la gestion des conflits. Mais ce qui mérite d'être remarqué ici n'est pas tant le contenu que la structure de transmission. Le texte sumérien des instructions de Churupak nous est connu dans plusieurs versions, couvrant une période allant d'environ 2600 avant notre ère, les tablettes de Phara jusqu'à environ 1800 avant notre ère, soit une période de transmission active d'environ 800 ans. Pendant 8 siècles, des scribes ont soigneusement copié et recopié ce texte, l'ont intégré à leur curricula scolaire, l'ont traité comme un document qu'il ne fallait pas laisser se perdre. Pourquoi ? Pas uniquement parce qu'il était utile dans le sens pratique du terme. D'autres textes auraient pu offrir le même type de conseil de vie, dans la dramatisation narrative du père et du fils, sans l'ancrage dans la période antédiluvienne. La raison pour laquelle ce texte était copié avec tant de soin est précisément parce qu'il était perçu comme un héritage, comme la trace de quelque chose qui avait existé avant et qui risquait de disparaître si l'on ne prenait pas soin de le préserver. La sagesse de Churupak, selon la logique interne du texte, n'est pas une sagesse inventée. C'est une sagesse reçue, transmise de génération en génération, et finalement confiée à Ziusudra pour qu'il la sauve du déluge. Au même titre que les semences de toutes les créatures vivantes que la tradition sumérienne associe à la survie du déluge, qui soulève une question que l'on ne peut pas esquiver. Si la tradition sumérienne présente systématiquement sa propre sagesse, comme quelque chose que l'on préserve plutôt que quelque chose que l'on invente, mais qu'est-ce que cela dit sur la façon dont les Sumériens concevaient l'origine de cette sagesse? L'hymne de Kesh, la liturgie la plus ancienne du monde, dans les réserves du musée Ashmolean d'Oxford, sous la référence Ashm 1911-405, repose un objet particulier, non pas une tablette plate, mais un prisme en terre cuite, portant gravé sur ses faces un texte que les chercheurs appellent l'hymne du temple de Kesh. Et la datation des copies les plus anciennes de ce texte remonte aux alentours de 2600 avant notre ère. Ce qui en fait est, avec les instructions de Churupak, l'une des deux plus anciennes œuvres littéraires connu au monde. Robert D. Biggs, l'assyriologue américain qui travailla dans les années 1970 sur les tablettes de Tel Abou Salabik, un site proche de l'ancienne Nippur, fut le premier à identifier et à publier les fragments les plus anciens de ce texte, les datant avec précision aux environs de 2600 avant notre ère sur la base des caractéristiques
paléographique de l'écriture. Les fragments de Tel Abou Salabik sont les témoins d'un texte qui était déjà considéré comme ancien et vénérable à l'époque de leur rédaction. L'hymne du temple de Kesh est, dans sa forme, exactement ce que son titre annonce. Un hymne liturgique dédié au temple d'une ville appelée Kesh, dont la localisation précise reste débattue par les archéologues. Mais son contenu dépasse largement la louange architecturale. Il décrit une assemblée divine, un conseil de Dieu qui se réunit pour décider de la création et de l'organisation du monde, avec une précision et une cohérence théologique qui suggèrent une pensée cosmologique très élaborée. Ce qui est troublant dans cet hymne et que les commentateurs remarquent, mais n'approfondissent pas toujours, c'est la façon dont il décrit la création non comme une production ex nihilo, mais comme une organisation. Les dieux ne font pas apparaître le monde de rien. Ils mettent en ordre ce qui existait déjà en puissance. Le Dieu Enlil, maître de l'air et de la parole, établit les fondements des temples, fixe les règles du culte, pose les bases de la connaissance rituelle, autant de verbes qui impliquent la mise en place d'un ordre préexistant, non la création d'un ordre nouveau. Cette nuance linguistique que l'on retrouve dans le sumérien original, avec des verbes comme gar, placer, fixer et dim, façonner, établir, plutôt que des termes évoquant une création radicalement neuve, a été noté par Thorkild Jacobsen dans ses travaux sur la cosmologie mésopotamienne. Jacobsen, dont la pensée nuancée sur la religion sumérienne reste un point de référence incontournable, a soutenu que la cosmologie sumérienne est fondamentalement une cosmologie d'ordre, non de création. Le problème cosmologique pour les Sumériens n'est pas « pourquoi y a-t-il quelque chose ?» plutôt que rien, mais « comment le chaos a-t-il été organisé en ordre ?» Cette distinction est fondamentale pour comprendre ce que les tablettes sumériennes disent sur l'humanité primitive. La civilisation n'est pas créée, mais organisée. Si le savoir n'est pas inventé, mais structuré à partir d'un état préexistant, alors la question « d'où vient ce savoir ?» vient non plus rhétorique, mais empirique. Et les textes sumériens, lus dans cette lumière, proposent une réponse qui n'est ni entièrement mythologique, ni entièrement historique, mais quelque chose de plus insaisissable et de plus intéressant. L'hymne de Kesh était chanté ou récité dans un contexte liturgique. C'était un texte vivant, performatif, destiné à être dit à voix haute dans l'enceinte d'un temple. Et pourtant, les scribes sumériens le copiaient soigneusement dans les écoles, le cataloguaient, le transmettaient comme un document d'une importance capitale. Le fait que ce soit l'un des deux textes les plus anciens que nous connaissions n'est peut-être pas un accident. C'est peut-être le signe qu'il était perçu comme quelque chose qu'il ne fallait à aucun prix laisser mourir. Cahier. Adapa et le pain interdit, le mythe de la connaissance refusée. Dans les collections du Vorderasiatisches Museum de Berlin se trouve un fragment de tablette qui provient d'un lieu que l'on n'associe pas spontanément à la Mésopotamie. Elle est la Marna, en Égypte, la capitale éphémère du pharaon Akhenaton.
Ce fragment, catalogué il y a 356 dans les archives diplomatiques de Tel El Amarna, est parti d'un corpus de textes connu sous le nom de Lettres d'Amarna, la correspondance internationale du pharaon Akhenaton avec les rois du Proche-Orient au XIVe siècle avant notre ère. Mais Ia 356 n'est pas une lettre diplomatique. C'est un fragment du mythe d'Adapa, et d'autres fragments du même mythe sont conservés au British Museum dans les collections de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, sous des codes de la série K. Le fait qu'une copie de ce texte ait été conservée dans les archives royales égyptiennes suggère que le mythe d'Adapa était connu et lu bien au-delà de la Mésopotamie, qu'il circulait comme un texte diplomatique ou intellectuel de prestige. Partagé entre les cours du Proche-Orient antique, l'histoire d'Adapa est, dans sa structure, l'une des plus étranges et des plus philosophiquement chargées que l'Antiquité nous ait léguées. Adapa est un sage, premier des sages antédiluviens, les Apkalus, selon certaines versions du texte, créé par le dieu Enki.sa, le dieu de la sagesse et des eaux abyssales, pour servir comme prêtre dans son temple d'Eridu. Enki lui a donné, dit le texte, sagesse plus grande que la sagesse des hommes, mais il ne lui a pas donné l'immortalité. Un jour, pêchant sur le golfe Persique, Adapa brise l'aile du vent du sud, qui l'avait renversé de sa barque. Le vent du sud en réfère au dieu suprême Anu, dans les cieux. Anu convoque Adapa pour qu'il réponde de son acte. Avant qu'Adapa parte, Enki lui donne des conseils. Il lui dit que lorsqu'il sera devant Anu, on lui offrira du pain et de l'eau, et qu'il ne doit surtout pas en manger ni en boire, car ce serait le pain et l'eau de la mort. Adapa obéit. Il comparaît devant Anu, impressionne les dieux par sa sagesse et son éloquence, et se voit offrir le pain et l'eau de la vie, la nourriture et la boisson de l'immortalité. Mais il refuse, obéissant aux instructions d'Enki. Anu rit, d'un rire que le texte ne qualifie pas clairement, soit triste ou ironique, et renvoie Adapa sur la terre, mortel, sage, mais mortel. Le débat académique autour de ce texte est ancien et productif. Le grand assyriologue W.G. Lambert a soutenu que le mythe d'Adapa est une réflexion théologique sur la condition humaine, sur le fait que la sagesse et l'immortalité sont deux dons distincts, que les humains ont reçu l'un et non l'autre, et que cette asymétrie est constitutive de la condition humaine, telle que les Mésopotamiens la concevaient. I.A. Speiser, dans son édition du texte publié dans Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, 1969, insistait plutôt sur le paradoxe d'Enki. Pourquoi le dieu de la sagesse, créateur d'Adapa, lui ment-il délibérément, le privant ainsi de l'immortalité qu'il aurait pu obtenir? Ce paradoxe est précisément ce qui rend le texte philosophiquement vertigineux. Si Enki voulait qu'Adapa devienne immortel, il lui aurait dit de manger le pain de la vie. S'il ne le voulait pas, pourquoi s'être donné la peine de lui conférer une sagesse surhumaine? La tension entre ces deux intentions, donner le savoir, refuser l'immortalité, structure tout le mythe.
Les parallèles avec le récit de la Genèse sont évidents et ont été abondamment commentés. Le jardin, l'arbre de la connaissance, l'interdit, la privation d'immortalité comme conséquence de la transgression ou, ici, de l'obéissance mal comprise. Les parallèles ne prouvent pas une filiation directe. Ils suggèrent plutôt que les deux traditions puisent dans un fond commun de réflexion sur ce que signifie être humain. Les posséder un savoir qui nous distingue des animaux, mais être soumis à une mort qui nous distingue des dieux. Mais ce qui est spécifique au texte d'Adapa et qui n'a pas d'équivalent dans la Genèse est la figure des Apkalus, les sages antédiluviens dont Adapa est le premier. Dans d'autres textes mésopotamiens, et notamment dans une liste canonique appelée la tradition de la sagesse antédiluvienne, ces 7 sages sont décrits comme ayant apporté aux humains, avant le déluge, l'intégralité des arts et des sciences de la civilisation. Ils ne sont ni humains ni divins, ils sont quelque chose d'intermédiaire, des êtres de frontière entre les deux mondes. Et après le déluge, dit cette tradition, leur équivalent, des sages post-diluviens, humains ceux-là, furent chargés de retrouver et de reconstruire le savoir que les Apkalus avaient apporté, la même structure de transmission, de perte et de restauration, les cylindres de Gudea, quand les dieux dictaient l'architecture. Dans la salle 228 du musée du Louvre, au département des Antiquités orientales, 2 objets se font face dans une vitrine. Ce sont 2 cylindres de terre cuite, chacun haut d'environ 60 cm et large d'environ 32 cm. De grandes colonnes creuses et dont les surfaces sont recouvertes du bout en bout d'une écriture cunéiforme d'une densité et d'une régularité extraordinaire. Le cylindre A, catalogué MNB 512, et le cylindre B, son pendant, furent découverts en 1877 dans les ruines de l'ancienne ville de Lagash, à Tel Tello, par l'archéologue français Ernest de Sarzec, lors de ce qui constitue l'une des premières grandes fouilles archéologiques en Mésopotamie du Sud. Les cylindres de Gudea sont datés d'environ 2125 avant notre ère. Gudea était le prince régnant, Ansi, de Lagash, une cité-État du sud de la Mésopotamie, à une époque que les assyriologues appellent la période néo-sumérienne. Son règne est remarquablement documenté. Il nous a laissé de nombreuses inscriptions commémoratives, ainsi que ces 2 cylindres monumentaux qui constituent, à eux seuls, l'une des plus longues compositions littéraires de toute la littérature sumérienne. Le texte des cylindres raconte en détail comment Gudea fut chargé par le dieu Ningirsu, fils du grand dieu Enlil, de construire ou de reconstruire le temple de Ningirsu à Lagash. C'est ce qui frappe immédiatement le lecteur, c'est la façon dont cette mission est transmise. Gudea ne décide pas de construire un temple. Il reçoit une vision, puis un rêve, dans lequel Ningirsu lui apparaît et lui communique les plans du bâtiment qu'il doit ériger, les proportions, les matériaux, les dimensions, les rituels de purification nécessaires, les sources d'approvisionnement pour chaque type de matériaux. Le cylindre AA décrit ce rêve en détail saisissant. Gudea voit un homme grand comme le ciel,
grand comme la terre, qui lui commande de construire le temple. Il voit une femme tenant un style d'or avec lequel elle écrit les étoiles du ciel. Il voit un guerrier qui tient un plan de temple posé sur ses genoux, sur des tablettes de lapis-lazuli, pierres précieuses importées du lointain Afghanistan, et des briques d'or et d'argent empilées devant lui. Gudea se réveille en ne comprenant pas entièrement ce qu'il a vu, et il doit consulter la déesse oracle Nanche pour interpréter correctement son rêve. La déesse lui explique alors, point par point, ce que chaque élément signifie et ce qu'il doit faire. Texte. Elle lui donne les spécifications architecturales du temple, les ratios des matériaux, les techniques de construction à employer. Et le texte précise explicitement que Gudea ne possédait pas ces connaissances avant de recevoir ses instructions divines. Ce détail est capital. Le cylindre A ne dit pas « Gudea, grand architecte, décida de construire un temple et le construisit ». Il dit « Gudea reçut des instructions techniques précises qu'il n'aurait pas su formuler seul. » Le prince de Lagash est présenté comme un récepteur et un exécutant de savoir, non comme un créateur indépendant. Les assyriologues qui ont travaillé sur les cylindres de Gudea, notamment Dietz, Otto et Tsar, dans son édition de référence au sein de la série de Royal Inscriptions of Mesopotamia, University of Toronto Press, 1997, analyse ces textes comme des compositions politico-religieuses visant à légitimer le règne de Gudea en le rattachant à une volonté divine. Cette lecture est solide et documentée. Elle s'inscrit dans le cadre général des stratégies de légitimation royale dans l'Antiquité. Mais elle ne résout pas entièrement une curiosité que le texte soulève. Les descriptions architecturales et rituelles contenues dans les cylindres de Gudea sont extraordinairement précises. Les ratios de proportion mentionnés pour les différentes parties du temple correspondent à des pratiques architecturales réelles, vérifiables archéologiquement. Les matériaux cités, le cèdre du Liban, le bitume des montagnes, la diorite, le lapis-lazuli d'Afghanistan, les bois de Magan, correspondent à des importations attestées par les archives commerciales sumériennes. Ce n'est pas une architecture fantaisiste, c'est une architecture réelle, décrite, avec une précision technique que le texte attribue à une révélation, plutôt qu'à un calcul humain, et cela soulève encore une fois la même question structurelle. Texte. Pourquoi une culture qui maîtrisait les techniques architecturales réelles aurait-elle éprouvé le besoin de les présenter comme une connaissance extérieure à l'humanité, descendant de l'espace divin vers un homme qui l'attend? Les mains vides, prêtes à recevoir les premières lois, ou la mémoire d'un ordre antérieur dans la ville d'Istanbul. Le musée archéologique conserve une tablette de terre cuite dont le numéro d'inventaire dans les collections de Nippur est le 3191. Cette tablette, découverte lors des fouilles de Nippur et aujourd'hui en dépôt à Istanbul, est un document d'une importance considérable pour l'histoire du droit. Il s'agit de l'une des copies du Code d'Ur-Nammu, le premier code de loi connu au monde, rédigé par ou sous l'autorité du roi. Ur-Nammu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur, Guerre nucléaire oubliée.
Vers 2000-2050 avant notre ère, Samuel Noah Kramer fut le premier à identifier formellement cette tablette comme un exemplaire du code d'Ur-Nammu dans une publication de 1954. Le déchiffrement fut difficile. La tablette était dans un état de conservation médiocre. Mais ce que le texte révèle est remarquable. Le prologue du code, avant même d'énoncer les premières lois, établit un cadre théologique précis. Ur-Nammu ne se présente pas comme l'inventeur de ces lois. Il se présente comme celui à qui le dieu Nana, dieu de la lune, et le dieu Enlil ont confié la tâche d'établir l'équité dans le pays, d'abolir l'iniquité, la violence et la querelle, de restaurer l'ordre juste qui avait été perturbé au Penn Museum de Philadelphie. La tablette CBS 8284 porte les lois 8 à 18 du code de Lipi-Ishtar, un autre code légal sumérien, datant du règne de Lipi-Ishtar de la première dynastie d'Isin vers 1934-1924 avant notre ère, soit environ un siècle et demi après Ur-Nammu. Ce code fut publié pour la première fois par Francis R. Steele dans une monographie du Penn Museum en 1949. Son prologue, lui aussi, emploie un langage de restauration plutôt que d'invention. Lipi-Ishtar est l'homme à qui les dieux An et Enlil ont ordonné d'établir la justice dans le pays, de guérir les maladies du pays, de ramener le bonheur dans le pays. Ce motif, le roi comme restaurateur d'un ordre divin préexistant, non comme législateur qui crée l'ordre pour la première fois, est si systématique dans les prologues des codes légaux mésopotamiens qu'il serait tentant de le ranger simplement dans la catégorie des formules rhétoriques conventionnelles. Et effectivement, c'est l'interprétation la plus courante. Les rois utilisent le langage de la mission divine pour renforcer leur autorité, comme l'ont fait des souverains dans le monde entier à travers les âges. Gain. Mais il y a une subtilité supplémentaire que cette interprétation ne capture pas entièrement. Dans le code d'Ur-Nammu, comme dans celui de Lipi-Ishtar, les lois elles-mêmes ne sont pas présentées comme des innovations. Elles traitent de situations sociales, mariage, divorce, blessures corporelles, transactions foncières, contrat de travail, avec une précision et une maturité qui supposent une longue pratique juridique préexistante. Ces codes ne créent pas le droit. Ils codifient un droit coutumier qui existait déjà, qui était déjà appliqué, qui était déjà compris par la société. Les juristes historiens qui ont étudié ces textes, notamment Russ Versteeg, dans son ouvrage Early Mesopotamian Law, Carolina, Academic Press, 2000, ont noté que les codes sumériens ressemblent moins à des législations nouvelles qu'à des relevés de jurisprudence existantes, des tentatives de fixer par écrit ce qui était déjà connu et pratiqué oralement, ce qui soulève une question sur l'ancienneté réelle du droit qu'il codifie. Les codes de 2100 et 1924 avant notre ère sont des relevés de pratiques antérieures. Combien de temps ces pratiques remontent-elles? Et si l'on pousse la question jusqu'à son terme logique, si la liste royale sumérienne place des dynasties régnantes 400 000 ans avant ces codes que contenait le droit à cette époque, et qui en étaient
Le gardien. Ce sont des questions que les tablettes soulèvent, sans y répondre directement. Elle pose le cadre d'une réflexion sur la nature du savoir juridique sumérien, non comme une invention historiquement datée, mais comme la mise par écrit d'une mémoire beaucoup plus ancienne, dont l'origine est attribuée à une autorité que les Sumériens ne qualifiaient pas d'humaine. L'école des scribes et le savoir qu'on ne pouvait pas oublier, au Penn Museum de Philadelphie, la tablette cataloguée sous le numéro 29.15. 155 dans les collections de Nippur est un document d'apparence modeste, une tablette de dimension standard, portant en cunéiforme sumérien une liste de titres d'œuvres littéraires. Elle date d'environ 2000 avant notre ère. Ce que les chercheurs ont réalisé en l'étudiant est qu'elle constitue l'un des plus anciens catalogothèques connus au monde. Un inventaire de textes littéraires, guerre nucléo mais classés par leurs premiers mots à la manière d'un index. L'existence de ce catalogue est en elle-même révélatrice. Elle suppose une accumulation suffisante de textes pour nécessiter un outil de référence, une institution stable capable de maintenir cet outil à jour et une conscience aiguë que certains textes risquaient d'être perdus si l'on ne prenait pas soin de les cataloguer. Cette préoccupation obsessionnelle pour la préservation du savoir que l'on retrouve dans toute l'architecture institutionnelle de la civilisation sumérienne, de ses écoles à ses temples en passant par ses bibliothèques, est l'une des caractéristiques les plus frappantes de cette culture quand on la regarde depuis notre époque. Les Sumériens avaient, semble-t-il, une peur particulière de l'oubli. L'institution scolaire sumérienne, les Douba, littéralement la maison des tablettes, est l'une des premières formes d'enseignement institutionnel que nous connaissions. Samuel Noah Kramer lui a consacré une étude pionnière publiée en 1949 sous le titre The Sumerian School, a Pre-Greek System of Education, a reconstitué à partir de nombreuses tablettes scolaires le curriculum de ces institutions. Il était organisé en deux phases, une phase fondamentale consacrée à l'apprentissage des signes cunéiformes, des listes lexicales et des formules grammaticales, et une phase avancée consacrée à la maîtrise des textes littéraires, religieux, thématiques et médicaux. Ce curriculum est frappant par plusieurs aspects. D'abord, par l'étendue du savoir qu'il cherchait à transmettre. Les listes lexicales sumériennes, les Uras et les Anas, Itishu, couvrent des dizaines de milliers de mots classés par catégorie thématique. Arbres, animaux, professions, villes, dieux. Ce ne sont pas des listes pratiques destinées à un usage quotidien. Ce sont des catalogues exhaustifs, des encyclopédies de la connaissance du monde dont la préservation était une fin en elle-même. Ensuite, Texte sumérien. par la rigueur de la reproduction exigée. Les tablettes scolaires trouvées à Nippur montrent que les élèves copiaient les textes mot pour mot, ligne par ligne, en reproduisant avec la plus grande fidélité possible les formulations et les structures de l'original. L'innovation était découragée. La fidélité à la transmission était la vertu cardinale du scribe. La question que cette institution pose n'est pas ordinaire. Ting ting tutu.
Pourquoi une civilisation qui invente ses propres connaissances serait-elle si obsédée par leur préservation exacte, par leur transmission verbatim, par leur catalogage systématique? L'obsession de la préservation est la caractéristique d'une culture qui a peur de perdre quelque chose qu'elle ne sait pas recréer. Une culture qui invente peut réinventer. Une culture qui hérite doit préserver. Texte sumérien. Et dans les textes que les scribes sumériens s'appliquaient à copier avec tant de soin, revenait régulièrement le même thème. La connaissance est un dépôt confié, un héritage fragile, une lumière qui peut s'éteindre. Dans un texte scolaire connu sous le nom de Disputatio de la date et du Tamaris, dont des copies ont été trouvées à Nippur et d'autres sites, la transmission du savoir est explicitement comparée à une flamme que l'on passe de main en main dans l'obscurité. Et l'on laisse la flamme tomber, dit le texte, l'obscurité revient et il n'y a plus personne pour la rallumer. C'est une image que l'on pourrait qualifier de poétique. Mais dans le contexte d'une civilisation qui avait vu des dynasties entières s'effondrer, des villes partir en flammes, des bibliothèques disparaître sous les coups des armées d'invasion. Cette image était aussi une réalité vécue, et les scribes sumériens, dans leur obstination à copier, à cataloguer, à transmettre, répondaient à une urgence qu'ils formulaient dans les mêmes termes que leur mythe. Le savoir vient d'avant nous. Il nous a été confié, et notre devoir est de ne pas le laisser mourir. Le grand déluge entre archives et avertissements. Revenons à CBS 1673, la petite tablette du Penn Museum, dont nous sommes partis. Nous savons maintenant qu'elle est datée d'environ 1650 avant notre ère, qu'elle a été trouvée à Nippur lors de l'expédition de 1896 et qu'elle porte la partie inférieure d'un texte sumérien décrivant la création des hommes, les villes antédiluviennes et le déluge. Les conservateurs du musée notent que cette tablette représente le tiers inférieur seulement de l'original. Le reste a été perdu. Ce que nous lisons est donc déjà une fenêtre incomplète sur un texte qui était lui-même la copie d'un texte bien plus ancien. Thorkild Jacobson a publié en 1981, dans le Journal of Biblical Literature, une traduction complète de ce texte qu'il a intitulé The Eridu Genesis, tirant son nom de la première ville citée dans le passage préservé, Eridu, décrite comme la cité confiée au dieu Enki. Jacobson a reconstitué avec soin, à partir des passages fragmentaires, la structure narrative générale du texte. Après la création des humains et l'établissement des villes, les dieux décident d'envoyer le déluge pour détruire l'humanité. Enki, le dieu de la sagesse, avertit secrètement le roi Ziusudra, le héros sumérien du déluge, le même dont le père Shurupak lui avait transmis les instructions de sagesse et lui ordonne de construire un grand bateau. Qu'est-ce qui est remarquable dans la version sumérienne du déluge et qui la distingue dans certains détails de la version akkadienne plus connue, celle d'Utnapishtim dans la tablette 11 de Gilgamesh, K. 2252 au British Museum, traduite par George Smith en 1872, c'est ce qui se passe après. Ziusudra, ayant survécu au déluge avec, selon le texte, les semences de toutes les créatures vivantes, offre des sacrifices au soleil, et les dieux lui accordent la vie éternelle.
une vie divine et un souffle éternel, et le place dans un lieu appelé Dilmun, que les textes sumériens décrivent ailleurs comme un pays de paix et d'abondance situé quelque part à l'est. La formulation, les semences de toutes les créatures vivantes, mérite attention. Et dans les traductions, ce passage est parfois rendu de façon poétique, comme une image du salut universel. Mais le terme sumérien utilisé, numin, semence, graine, essence reproductive, est un terme technique qui s'applique aussi bien aux plantes qu'aux animaux, et que l'on retrouve dans les textes agricoles sumériens avec une précision qui n'est pas métaphorique. Yusudra, étant porté des semences, implique un acte de préservation délibéré, planifié, technique, non un simple salut par miracle. Et dans la version d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, texte que le British Museum conserve dans sa forme la plus complète sous la cote K. Il est 2252. La tablette traduite par George Smith. Le héros du déluge emporte également les semences, mais aussi les artisans, les métiers, les spécialistes de chaque domaine du savoir technique. Le texte akkadien utilise le terme humanu. Les maîtres, les artisans experts, ceux qui détiennent le savoir-faire. Le déluge ne sauve pas des individus au hasard. Il sauve des dépositaires de connaissances. La question que ce motif soulève, et à laquelle les textes eux-mêmes n'apportent pas de réponse définitive, est celle de la continuité du savoir. Le déluge efface tout. Comment les Apkalus antédiluviens, ces sages porteurs du savoir primordial, transmettent-ils leur héritage aux générations post-diluviennes? La réponse que la tradition mésopotamienne fournit, de façon cohérente à travers de multiples sources, est que cette transmission est à la fois délibérée et périlleuse. Elle passe par des individus choisis, Ziusudra, Utnapishtim, les humanus dans le bateau, qui sont les vecteurs d'une continuité que l'événement catastrophique menace, mais ne parvient pas à rompre entièrement. Et là encore, le même motif. Le savoir n'est pas réinventé après le déluge. Il est récupéré, restauré, retransmis. La liste royale sumérienne le confirme. Après le déluge, la royauté descendit à